Nous commençons avec un protagoniste, prodige des combats à mort, bien que seulement dans son village, où l'on utilise des prothèses mécaniques capables de lui ôter la vie d'un seul coup. Cependant, il est vraiment l'invaincu et le favori des femmes, et cela pour des raisons personnelles. Seul l'un de ses bras est mécanique, contrairement aux autres qui se modifient entièrement. Il prouve qu'il a le potentiel d'un champion, mais pas l'esprit, car il est très têtu et utilise toujours des attaques aussi mortelles pour son adversaire, mais aussi pour sa seule prothèse qui doit résister à tant de force qu'il finit toujours par la détruire. Et c'est grâce à cet ingénieur, qui est à la bête dans ce gymnase décadent, qu'il parvient toujours à la récupérer. Son maître Sax tente de lui faire comprendre qu'il ne devrait pas risquer sa vie ainsi. Cependant, pour Levi, il y a de bonnes raisons de devenir rapidement quelqu'un de riche, car sa mère, dans un état grave, a besoin de médicaments très coûteux. Puisqu'elle et le protagoniste ont vécu l'horreur de la guerre, où lui, étant un enfant faible, n'a pas pu la protéger. C'est pourquoi il s'entraîne sans relâche, partant de zéro. Nous arrivons ainsi au Grand Colisée, où se tiendra son prochain combat devant un public d'élite, et où les deux combattants sont inspectés afin que leur mécanisme soit en parfait état et respecte les règles. Avec ce liquide, qui représente essentiellement la durée de vie de ses prothèses pendant le combat, c'est ainsi qu'un combat commence où le protagoniste ne suit pas les instructions. Et son amie Natalia s'inquiète depuis les gradins, car Levi, le protagoniste, attaque, mais il subit aussi des coups au fil des rounds. C'est là que Sax, en se rappelant une conversation avec la grand-mère, où elle lui dit que Levi cherche quelque chose dans ses combats. Alors il le laisse simplement faire et finit par abattre son adversaire, poursuivant ainsi une série d'invincibilités. Mais avec son bras en lambeaux et dégageant beaucoup de vapeur dans un combat qui ne le convainc pas vraiment. Nous revenons donc à ses souvenirs dans le vieux village, où Levi, enfant et avec son bras, décide d'aller protéger sa mère, coincée à l'hôpital. Mais en chemin, il voit les horreurs de la guerre et comment cette fille se fait enlever. À son arrivée, il est impuissant et sa mère le sauve, la laissant dans l'état vu. Pendant ce temps, le petit garçon est envoyé chez son oncle, qui remarque déjà que c'est une créature sans sentiment et très traumatisée par ce qu'elle a vécu. Grâce à cette nouvelle figure paternelle, il a découvert l'amour de la boxe métallique, domaine où Sax excelle. Il a bâti sa réputation dans les combats sanglants, sans se douter que ce qui apporterait tant de bonheur à l'enfant ferait rapidement de lui un prodige des combats. Les gens ont commencé à appeler Levi un nouveau fou pour avoir mis KO le plus jeune invaincu. Et c'est ici qu'il a rencontré Natalia, qui était elle aussi une promesse, jusqu'à ce que son affrontement avec le prota lui apprenne qu'elle n'avait jamais rencontré un guerrier comme lui. La jeune fille s'intègre et gagne peu à peu l'affection de la famille. C'est ainsi qu'est né le modeste gymnase qui existe encore aujourd'hui. Après sa victoire, Sax est défié par Malcolm en dîme. Légende des catégories supérieures, il a ensuite rejoint celle du protagoniste et battu tous ses adversaires. Et même avec un gars inquiet. Ce combat est nécessaire pour le protagoniste, en analysant les derniers affrontements. Du genre pas très réglo, puisqu'il utilise ses coudières aiguisées, profitant des règles pour blesser gravement ses victimes. Il faut donc s'entraîner. Pas le choix. Cette fois, grâce aux techniques de Natalia, bien plus expérimentée dans la rue et connaissant des attaques peu élégantes mais très efficaces. Le grand jour arrive. Le prota sous-estimé par son rival sait quoi faire. Le combat débute avec un adversaire qui joue sale, évite le salut et enchaîne des coups puissants que Levi parvient à contenir. Après avoir brisé sa garde, il reçoit son premier coup au visage, puis les choses empirent avec une série de coups encaissés. À moins qu'il ne soit le protagoniste, à moins que le protagoniste ne s'endorme, il doit quand même se relever, mais cela n'améliore pas la situation pour lui. Le public qualifie alors le protagoniste de pathétique et de débutant. Levi voit la direction des coups, mais il perd car il change de direction de façon imprévisible. Sa prothèse visuelle protège sûrement tous ses angles morts, donc il se bat en désavantage. Cependant, Sax lui fait remarquer que la clé de ses attaques imparables se trouve dans ses pieds. Après avoir glissé, il modifie posture et direction des poings. Mais pour que Levi puisse s'adapter, il doit encaisser beaucoup de coups, ce que les investisseurs considèrent comme un enfant raté. Cependant, lorsque Levi comprend la technique, et non seulement cela, mais qu'il l'utilise aussi à son avantage, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Le vieil homme, au dos voûté,
combine son crochet explosif et lance le combat. Et comme Endem a presque fini son liquide, il a des flashbacks du moment où il est descendu. Il ne lâche rien et poursuit le combat jusqu'au 6e round où le protagoniste. Après toutes ces souffrances, il parvient à recréer la technique de son rival, car il a le plus d'endurance. De façon épique, il finit par renverser ce combat dans lequel il ne s'attendait pas à recevoir le respect de son rival. Et la possibilité de monter dans la catégorie G2. Cependant, il devra d'abord affronter une autre star égocentrique, connue sous le nom de Hugo Stratus, qui est soutenu par toute une famille riche. Il se rend à la salle de sport de Saxe, défie le protagoniste et le traite encore d'inférieur. Cependant, même s'ils veulent en venir aux mains, Hugo respecte les règles. Il invite même Lévi à assister à son combat de préparation pour la montée. Et là où son mystérieux rival a tout le monde contre lui, parce que Hugo est toujours le favori. Cependant, dès le début, ce combattant appelé Eiji, avec des prothèses assez avancées, semble confiant, même s'il reçoit de nombreux défis. Des coups d'un gorille comme Hugo, cependant, les rounds passent, et non seulement Eiji ne perd pas en endurance, mais il s'adapte aussi à la technique de son adversaire. Et quand il décide de frapper, ses poings sont vraiment destructeurs, ce qui oblige Hugo à utiliser sa technique. Un crochet encore plus puissant, mais pas assez pour battre la fille. Mais il révèle la marque d'une entreprise ayant semé le chaos lors de la guerre dans le village du protagoniste. Donc ces prothèses sont de grade militaire. Et maintenant, Hugo lui-même réduit l'intensité de ses coups et baisse sa garde pour recevoir un coup dévastateur au visage qui le laisse au sol. Pour tout autre combattant, ce serait fini. Mais dans son hallucination, il voit son idole des combats déjà décédée, c'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui. Il ne peut lui laisser un si mauvais spectacle, alors il se relève malgré la douleur. Il riposte avec la force d'une bête, fait voler la protection de son adversaire et gagne le respect de toute la tribune. Cependant, même si son père le prévient que c'est un danger permanent, il sait que Hugo n'accepterait jamais. Et cela met sa vie en danger, car il utilise toute sa force dans une attaque chargée qui détruit ses valves. Incapable de se défendre, la jeune fille change de posture et montre clairement son intention de tuer son adversaire, éliminant l'arbitre. Mais heureusement pour Hugo, le protagoniste s'interpose. Il révèle qu'il s'agit en fait de la même jeune fille enlevée par l'entreprise d'automates durant son enfance. Cela finit mal, les deux sont alités, mais Hugo survit bien que gravement atteint à la moelle épinière. Par gratitude, Hugo reconnaît Lévi comme un vrai combattant et lui signale que le liquide d'Eiji est sûrement illégal. Il l'avertit aussi qu'elle sera sa nouvelle rivale pour la montée. Le père de Hugo organise une rencontre avec le sponsor d'Eiji pour récompenser son fils. Un millionnaire égocentrique nommé Clown témoigne du respect au protagoniste, mais de façon tordue. Alors, Lévi l'accuse d'utiliser sa technologie pour laver le cerveau de cette fille qu'il a connue il y a longtemps. Cependant, la femme elle-même refuse d'être forcée. Elle est ici parce qu'elle le veut. Cependant, le protagoniste insiste tant que ses larmes révèlent autre chose. Donc ce que propose le malade, c'est que si Lévi gagne le combat, il laissera la petite fille libre. Mais s'il perd, il devra le rejoindre comme son fils. Probablement en lui lavant aussi le cerveau. Un ennemi évident pour l'équipe. L'entraînement débute, tandis que l'ingénieur travaille sur la prothèse finale du protagoniste. En plus d'enquêter sur Clown, il découvre que l'organisation recherche les enfants de ce village, comme Eiji et Lévi, à cause de leur affinité avec le liquide. C'est pourquoi ils l'enlèvent et dans le cas de la fille, ils expérimentent sur elle avec des prothèses et des drogues. Ainsi, Lévi veut désormais sauver cette fille. Il entame un entraînement intensif pour changer totalement son style de combat. Pendant ce temps, l'ingénieur prépare une nouvelle prothèse à partir de zéro, avec les composants les plus hauts de gamme qu'il puisse trouver, car le protagoniste reste déterminé à ne pas utiliser la deuxième prothèse. Pour préserver le bras que sa mère lui a sauvé, il choisit de se concentrer sur ses études. La vitesse inhumaine de son rival, affrontant deux adversaires à la fois, et Endem rejoint la cause par respect pour celui qui l'a forcé à la retraite. Et c'est qu'il a plusieurs techniques à enseigner, car sa réponse dans les angles morts n'a jamais été due à un œil rempli de technologie, mais à ses sens. Le protagoniste commence à pratiquer cela avec sa nouvelle prothèse. Teint rouge épique, avec une meilleure vapeur et une résistance incroyable. Le souci, c'est que pour battre Eiji, il ne peut pas la mettre KO, sinon le liquide contaminé injecté pourrait la tuer. Donc, le mieux, et selon Endem, c'est de détruire la valve qui contient le liquide. Pour cela, il a besoin d'un mouvement spécifique à un certain endroit du dos. C'est Endem lui-même qui lui a appris ce mouvement lors de leur dernier combat. Il ne lui reste donc plus qu'à s'entraîner, et il le fait en se donnant à fond. Il profite donc maintenant d'une bonne réunion en famille. Pendant ce temps, l'ingénieur passe des nuits blanches pour que la prothèse respecte les normes. Cependant, cela finit par échouer,
et lors du test, il se rend compte qu'il doit complètement réorganiser les prothèses. Et avec peu de temps, la pression finit par le submerger et il est sur le point d'être disqualifié. Lévy suggère d'enlever une partie de l'armure sur sa poitrine pour réguler la vapeur. Une décision extrêmement complexe, car cela augmente considérablement la probabilité qu'un coup mortel le tue. Il connaît les efforts de l'ingénieur et n'est pas prêt à perdre. Alors qu'avec la douleur de tous, même Natalia, qui est l'ici la plus touchée, accepte tout ce drame, tandis qu'à l'extérieur, les gens excités crient le nom d'Eiji comme favori. Le jour du combat arrive et le protagoniste en armure incomplète rend son entrée épique. Soutenue par quelques fans, la fille arrive discrètement sur scène mais avec assurance. Le combat commence donc de façon très frénétique et chargée de souvenirs qui relient encore plus Lévy au combat. Il ne se défend pas, il répond, et même avec la vitesse inhumaine de la fille. Ne pas dépendre de la vue lui permet de se mettre à son niveau. Pendant qu'il lui fait réaliser que son soi-disant père ne faisait que l'utiliser comme un simple cobaye. L'échange de coups s'intensifie tandis que l'ingénieur brille avec sa prothèse ultra puissante. Un enchaînement de coups spectaculaire. Pendant ce temps, Lévy ressent enfin que sauver cette fille fait partie de ce qu'il cherchait dans les combats. Une rédemption. Alors il doit utiliser la technique. Il s'est entraîné avant l'épuisement de la substance et surtout avant que son corps atteigne sa limite. Un round débute, Eiji s'habitue à la vitesse du héros et, sur une mauvaise tentative, Lévy reçoit un coup direct aux côtes. Malgré tout, la motivation que lui apporte sa famille l'oblige à ignorer la douleur et à continuer d'avancer. La raclée est évidente pour les deux et le protagoniste décide d'abandonner. Lors d'une occasion de lui briser la valve de substance, d'un coup si précis qu'il y parvient, il mord la poussière. Cette fois, il célèbre alors qu'un compte à rebours annonce la victoire de Lévy. Cependant, Clone ne le considère pas ainsi, car soudainement, la fille, totalement transformée en une autre créature, se relève à la surprise générale. Le manque de vapeur risque de la clouer au lit plusieurs jours. Pourtant, elle fait face au protagoniste dénué de personnalité, attaquant comme une bête sans que personne ne comprenne pourquoi elle tient encore debout. Cependant, l'ingénieur se rend compte que la seule explication est que la jeune fille possède une seconde valve de substance incrustée dans son corps, générant de la chaleur. Sax a donc une idée et demande à Lévy de tenir un round de plus à cause de son œil qui l'a poussé à arrêter les combats. Il souffre d'une hypersensibilité à la chaleur, ce qui affecte son cerveau lorsqu'il est exposé sans lentilles. Dans ce cas, il choisit de risquer sa vie pour trouver où se situe la substance. Pendant ce temps, le protagoniste fait ce qu'il peut pour tenir un peu plus longtemps et pour que sa vapeur ne s'épuise pas. Mais cela l'oblige à recevoir de nombreux coups, surtout au visage, aggravant aussi la zone des côtes. Tout cela amène le protagoniste à baisser sa garde. Et même si grâce à son sacrifice, il parvient à découvrir que son cœur est la faiblesse. La prothèse du protagoniste est gravement endommagée et l'ingénieur parvient à peine à la stabiliser, donc ils doivent faire attention. Cependant, le combat prend trop de temps et, à la demande de Clown, Eiji reçoit une surdose de substance qui pousse son corps à la limite, détruisant la vie de cette femme. Rien de nouveau quand on revoit ses souvenirs. Et le jour où ce type l'a adoptée, lui promettant de s'occuper d'elle après le traumatisme. Mais ce qu'il a fait, c'est façonner ses pensées à l'aide de drogue pour qu'elle oublie les traumatismes qui ne lui étaient pas utiles. Il ne faisait que les réprimer, la vidant intérieurement. De plus, il la convainc qu'il est son père, faisant d'elle l'arme ultime. Jusqu'à aujourd'hui, où elle est hors de contrôle, Lévy doit encaisser des coups très puissants, contre lesquels les plaques de son armure volent en éclats. Même pour la jeune fille, c'est difficile, l'adrénaline étant son seul carburant. Pourtant, l'un des deux doit finir au sol, et le protagoniste ne supporte plus de toucher le tapis, tout en entendant les cris de sa famille. Et c'est ici que la véritable motivation apparaît. Un Hugo brisé par ses blessures, mais qui avance en criant le nom de Lévius, avec qui il a encore un combat en suspens, un détail que Lévy ne peut tout simplement pas ignorer. Et cela l'oblige à bouger ses bras une fois de plus, même en retirant toute sa force, préparant une dernière rotation avec ses bras. Cependant, avant de frapper, Eiji lui détruit le poing, rendant ses attaques inutiles. Mais maintenant, tout lui est égal. Alors il attaque avec son poing de chair et d'os, qui finit brisé pour exercer suffisamment de pression sur le cœur de la jeune fille, qui éclate enfin, libérant la dernière valve de substance, l'endormant une bonne fois pour toutes, et offrant une victoire finale au protagoniste. Même si Clown tente de gâcher le moment en détruisant le corps de sa fille, le héros le repousse avec son moignon, révélant sa forme d'automate. Ainsi, pendant que toute la famille se remet,
Clown doit se cacher à cause de toutes les enquêtes menées à son nom. Et avec le temps, Levi prend sa place en tant que nouveau combattant du G2. Pendant ce temps, la nouvelle membre de la famille commence à s'adapter et sa mère reçoit le traitement qu'elle mérite. Tout cela grâce aux efforts du nouveau champion, ce qui nous laisse ainsi avec la fin de cet anime de Netflix, qui n'est pas mal. Il y a de bons moments et la musique accompagne bien, si vous voulez essayer. Il ne reste plus que 400 commentaires avant un nouveau résumé de combat. J'espère que cela vous a plu. Cette histoire nous plonge dans Nemo, qui essaie de s'échapper pendant que sa ville est attaquée par une sorte de démon. Non seulement il tue de façon incontrôlable, mais il se multiplie aussi en utilisant les corps. Ainsi, contrairement à son peuple, le protagoniste parvient à s'échapper jusqu'au sablier, qui est la cible de ces créatures. Et alors qu'il est acculé, on commence à entendre le train qui amène Faria, chef des 7 guerriers chargés de combattre les démons en utilisant le pouvoir d'anciens héros légendaires. Voyant l'état de la ville et sachant qu'ils ne peuvent rien faire. Finalement, et avec beaucoup d'efforts, il ne sauve que le Prota, qui est justement un candidat à l'Académie Grand 7, d'où viennent ces guerriers. Alors ils le font monter dans le train, où il lui explique comment les Seven Knights combattent P6. L'organisation veut ramener le pouvoir destructeur d'une ancienne divinité scellée depuis des années, sans savoir ce qui les attend. Une grande chimère faite de corps humains s'approche et parvient à faire dérailler le train, blessant tout le monde sauf le protagoniste, qui s'occupe de mettre Faria en sécurité. Et cette fille utilise son pouvoir pour le protéger. Cependant, ce n'est pas suffisant contre la bête qui se régénère. Alors Faria utilise seulement une barrière pour que Nemo puisse au moins s'échapper. Ici, le protagoniste ne peut l'abandonner et désespéré, une carte de succession apparaît. Comme les autres Seven Knights, il se retrouve dans une autre réalité, où une voix le choisit comme élu pour recevoir le pouvoir du héros Genius, donnant sa vie faute d'autre chose à offrir. Il retourne donc au combat où une gêne qu'il ressentait dans son bras représente le pouvoir incomplet de son héros. Cela donne lieu à la séquence, moment qui fait mouiller les culottes, avec une compétence obscure. Il ne se contente pas de maîtriser la bête, il peut aussi unir ses forces à Faria pour la vaincre. Les laissant ainsi avec cette victoire et poursuivant leur chemin vers l'Académie, où l'on voit que les Seven Knights sont l'élite de cet endroit. Même si pour l'instant le protagoniste est la sensation en tant que nouvel élève, Faria surprend tout le monde en parlant du nouveau qui a réussi son pacte du premier coup. Donc, au final, c'est ce type appelé Joe qui est chargé de lui faire visiter l'académie en leur montrant chaque endroit. Mais en remarquant que le protagoniste a tendance à être assez peu sûr de lui, ce avec quoi il n'a pas beaucoup d'affinité, c'est donc la bibliothécaire Sophie qui apparaît pour calmer les choses. C'est ainsi que le protagoniste arrive à son dortoir, qui est une résidence pour tous ses camarades, mais où il n'y aura que Faria et lui. Donc une opportunité. Dès lors, le protagoniste affiche une attitude amicale et passive envers ses camarades, suscitant leur méfiance. Ici, un dragon mort obtenu par Joe se réveille sans raison et menace l'académie. Ainsi, avec Nemo, il tente de protéger les victimes et de contrer la menace. C'est Joe qui attaque le dragon qui semble avoir plus de force qu'avant et une régénération excessive. Alors le prota se joint à leur combat et ici il ne montre pas seulement son habileté, mais il est aussi la personne la plus sûre d'elle au monde pendant la bataille. Il prend donc les rênes de la situation et Joe finit par accompagner ses attaques. Et après une bonne séquence, il en finit avec la bête. Cette fois complètement, changeant ainsi la perspective de Joe sur le prota. Malgré tout, l'équipe poursuit son travail et le soir, une célébration réunit ses camarades qui saluent sa force sans jalousie. Le prince Gildan ressent vivement la frustration de voir l'écart trop se creuser contre lui. Une situation qui sera importante, car ils reçoivent un appel d'urgence d'un village qui est attaqué et dont les troupes ont été vaincues. Ils utilisent donc le navire de Faria pour arriver vite et maîtriser la situation. Et les bêtes qui ravagent toute la population? Et cela finit par se passer ainsi. Cependant, voyant la performance des autres, Gildan perd le contrôle et n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même, ce qui le pousse à s'entraîner seul la nuit, alors que son esprit le pousse encore plus loin. Un lieu où il ne maîtrise plus ses impulsions, ni son héros, devenant ainsi un possédé chez les Seven Knights. Après la diffusion de l'alerte, 3 membres de l'équipe rejoignent l'académie, sachant que la solution est souvent de le tuer. Cependant, Nemo s'y oppose, car il sait qu'ils peuvent l'aider d'une autre manière. Si le gars a la volonté de vivre, car son esprit est complètement chaotique en ce moment. Malgré tout, les paroles du protagoniste parviennent à l'atteindre et à eux 3, en unissant leurs forces, ils réussissent à le sortir de sa transe et de la malédiction, laissant ces deux-là dans un état critique.
Même si Nemo a un peu plus de chance, voyez, puisqu'il a Faria qui veille sur lui, malgré tout le travail qu'elle a en tant que présidente. On voit Gildan seule, entourée d'hommes le considérant comme leur possession, ce qui est rare. Comme le dragon qui surgit soudainement. Il doit y avoir un infiltré à l'académie, répandant les ténèbres pour provoquer ces événements. Actuellement, le protagoniste partage avec ses camarades, espérant ne pas être un fardeau pour Faria. Mais ici, nous avons une discussion où tout le monde parle des conseils que leur héros leur donne. Mais le protagoniste surprend en n'ayant jamais parlé à son invocation, ce qui est étrange. Ils sont distraits car la fille possède un animal interdit sur place. Et tout cela crée un chaos, car ils doivent l'attraper avant qu'on ne les découvre. Ce qui mène à une poursuite qui se termine avec l'arrivée de Genis, qui protège toujours le protagoniste. Et même s'ils ne peuvent pas parler, ils travaillent ensemble et il y a quand même ce lien, puisqu'ils ne peuvent pas parler. En enquêtant sur son héros avec Sophie, qui n'a aucune information mais promet de continuer à chercher, il choisit d'aider l'équipe. Et comme Shirley a beaucoup de travail, il rejoint son enquête sur les vampires à l'académie qui font beaucoup de victimes. Même s'ils ne s'entendent pas, le prota obtient des infos seul et rencontre l'amie dangereuse de Shirley qui suggère d'enquêter dans la forêt. Là, il découvre Shirley buvant le sang d'Hélène, la secrétaire de Faria. Découverte, la jeune fille s'enfuit, pensant que tout est perdu pour elle. Mais le prota ne se contente pas de la rattraper avec son bras, il découvre aussi qu'elle n'est pas celle qui laisse les victimes à l'académie. C'est justement pourquoi Hélène est présente, il ne la dénoncera donc pas, et cela renforce leur confiance mutuelle. C'est justement là qu'il voit Hélène se faire enlever par un démon. Après les avoir vaincus dans une cathédrale, il découvre qu'ils obéissent à la même personne, une vampire dangereuse. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi la responsable des victimes, et une infiltrée de Pisces. Elle essaie donc de convaincre Shirley de rejoindre son camp, lui promettant de l'accepter comme vampire, mais Shirley refuse, ce qui déclenche une séquence de combat assez compliquée, puisqu'il s'agit d'une étudiante, mais où le duo doit prendre une décision. Et nous avons un combat assez épique, où grâce à la nouvelle capacité de Nemo, la fille finit avec un beau trou de scénario. Désolé, même si ce qui semblait dramatique est vite oublié au moment où ils commencent à flirter. Peu de temps après, mais bon, nous retournons à l'académie pour le festival scolaire, pour lequel les Seven Knights organisent un café où ils se détendent. Les amoureux finiront par danser lors de la cérémonie du soir. Le protagoniste reçoit des propositions de Chidley et Faria sans savoir laquelle il préfère. Celle qui sait, c'est Clyde, la secrétaire de l'académie, qui cherche à attirer l'attention de Garrett en essayant de l'aider dans son enquête sur l'obscurité qui règne à l'académie. En échange de danser avec elle le soir, ce que le gars accepte. Pendant ce temps, le prota passe l'après-midi à réaliser qu'il plaît à Faria et que Chidley l'a juste invité. Parce qu'il n'est pas capable de parler clairement et de le demander à Hélène, alors le prota s'occupe de régler ça. Et le soir, chacun est avec son partenaire. Cependant, Clyde n'apparaît nulle part. Et en poursuivant l'enquête, pour Garrett, il trouve les ruines d'une ancienne bibliothèque et découvre un livre. En le touchant, il lui transmet une malédiction nommée Destruction. Au bal, alors qu'il est heureux avec Garrett, il commence à se désintégrer à cause de cette destruction. Progressivement, leur amour se brise. On assiste à ses funérailles. Tout le monde est accablé, surtout Garrett qui promet au protagoniste de retrouver le meurtrier de son ami. Cependant, il y a une urgence. Les hauts gradés découvrent que la destruction des sabliers par les démons lors de l'anéantissement des villes déstabilise l'équilibre magique du continent. La base d'opération est un volcan central, donc les principales forces de l'académie s'unissent pour l'attaquer. Pendant ce temps, nous avons une information sur la bibliothèque que Claire a visitée, à savoir qu'elle était gardée il y a des milliers d'années par un ancien héros ayant la même silhouette que Genis. Et selon les rumeurs, il aurait trahi son peuple et libéré une malédiction, pour laquelle l'héroïne de Faria a dû le tuer, même si elle est aussi morte. Toute l'académie se rend au volcan, Joe et Gildan par terre, les autres par les airs. Avec les filles et le prota qui parviennent sans problème à s'infiltrer dans la cachette, où ils tombent sur cette équipe de successeurs qui servent Tammy, l'actuel chef de poisson. Nous avons donc un affrontement entre deux équipes au style très différent, l'ennemi étant individualiste, ce qui crée des problèmes aux héros. Malgré tout, ils parviennent à tenir leur adversaire en échec, surtout le héros, qui réussit à se débarrasser de celui qui semble le plus fort. Et il aide même Faria. Avec cette fille appelée Reda, qu'ils ont failli éliminer, mais le héros ne veut pas les tuer pour une raison quelconque. Ce qui donne à Amy le temps de poursuivre son plan.
en activant la possession chez ses successeurs, qui a été perfectionnée pour que son pouvoir ne devienne pas incontrôlable. En croyant contrôler la bataille, ces types deviennent confiants dans leur victoire. Le prota utilise la stratégie pour gagner du temps, puisque cette possession contrôlée n'est pas infinie, et l'un des ennemis finit par s'immoler, incapable de supporter tout cela. Même ainsi, Reda parvient à garder le contrôle grâce au conseil du protagoniste lui-même, même si cela ne l'épargne pas d'un combat contre elle. Les filles cherchent le chef maléfique. Nemo tente alors de calmer la situation en expliquant à la fille qu'il est aussi un successeur né comme elle, mais qu'il s'est enfui il y a longtemps pour une vie meilleure. Puisqu'Amis les utilise simplement pour obtenir son propre pouvoir, la fille, qui doutait déjà beaucoup, se joint à lui. Les héroïnes rejoignent l'endroit où Ami a déjà éliminé le troisième subordonné, ayant compris que le héros est son véritable successeur. Et justement, il arrive sur place pour voir comment il a facilement vaincu les filles et finit par sauver la situation. Bien qu'Ami raconte toute la vérité à ses amis sur lui et sur l'obscurité qu'il porte en lui, qui est essentiellement ce dont il a besoin pour ses plans. Reda, voyant son compagnon mort, se sent trahi par son chef et l'attaque, mais subit une violente raclée. Mais bon, faisons une pause pour voir que Gareth, en enquêtant sur la malédiction de son ami, tombe sur Sophie, qui montre des signes de la maladie de destruction qu'il a déjà découvert appartenir au héros de Nemo Genius. Quelque chose de trop commode devient un problème, justement en parlant de problème. Le protagoniste est dominé par Amis qui veut activer sa possession pour faire apparaître le pouvoir de destruction. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer, Hélène apparaît et il s'avère qu'elle possède le pouvoir le plus puissant des successeurs. Elle contrôle le temps à volonté, mais seulement une fois dans sa vie. Malgré cela, ce pouvoir est incroyable et l'ennemi ne peut rien faire contre ça et il perd sa régénération. Cela donne à notre couple de protagonistes l'occasion de lancer plusieurs attaques en duo qui se terminent par le canon. Il laisse de côté les mauvaises actions, gagnant en arrière-plan, dans l'attitude, l'essence des amis, en s'éloignant vers une grisaille où le successeur perd la possibilité de mourir à cause de la contrevenance, atteint 0 et à peine arrivé à l'académie, il se fait accuser à cause du pouvoir de destruction, ce qui fait automatiquement de lui l'assassin de Claire et un infiltré de Peace. Donc, aucun de ses amis ne sait vraiment quoi penser, et seul Gildan reste fidèle au protagoniste. C'est pourquoi ici il est interrogé par Gareth, qui lui demande au sujet de son bras maudit. Et c'est là que Nemo avoue qu'après avoir échappé à Ami, il ne cherchait qu'une vie normale parmi les humains. Même s'il sait lui-même que personne ne va le croire, il demande donc à être exécuté sur le champ, mais Gareth n'est pas capable de le faire sans un procès. Faria, qui écoutait, décide alors de demander à sa déesse la vérité qu'elle ignore. Mais elle la prévient que trop en savoir sur la malédiction de Gineos lui apportera la même maladie que tout le monde subit. Cependant, il semble que pour aider Nemo, elle prend le risque et finit dans le village où tout a commencé. Pendant ce temps, de l'autre côté, Gildan utilise ses contacts en tant que prince pour que le Protano soit condamné lors du procès à venir. Tout comme Sophie, qui profite de ses admirateurs comme Joe ou Gareth pour les flatter et les monter contre le Protano. Le fait est que Faria trouve quelques affaires très anciennes de Nemo, qui ne correspondent pas à l'époque où il s'est échappé d'Ami. Mais voilà Reda qui se cachait, pensant que Faria la poursuit. Alors elle devient assez agressive, même si la princesse finit par s'occuper de la jeune fille sans trop de difficultés. Et on passe directement au procès, où à l'unanimité, Nemo est condamné à mort pour ses crimes. Mais à la dernière seconde, Gildan parvient à obtenir une lettre de l'Empire contre la sentence, que Sophie et tous ceux qu'elle contrôle refusant d'accepter. Il est donc probable que cela finisse par une bataille. Mais Faria apparaît pour révéler la vérité sur Nemo, qui était bel et bien un humain réel. Lequel ? Le Protano, qui s'est échappé d'Ami, a pris le corps du garçon avec sa volonté, ce qu'il finit par accepter. Mais lorsqu'il pense qu'il va être tué par Faria, non seulement elle le protège, mais elle l'aide aussi à s'échapper de l'endroit grâce à son bateau. Reda, assassiné après avoir découvert la trahison de Sophie, s'est allié à la princesse et lui a tout révélé, notamment que Sophie a gardé le Protano à l'académie pour lever la malédiction de Genius, ce qu'elle a réussi lors d'une grande explosion d'énergie dans l'ancienne bibliothèque. Et le coupable, aux yeux de tous, c'est le protagoniste. Surtout Gareth, qui veut éliminer Nemo après la mort de Claire,
comme Joe le jugeant traître. Malgré tout, Nemo reste déprimé par la situation. Et c'est Faria non seulement qui lui montre sa loyauté, mais aussi qui le soutient pour lutter contre Sophie. Pendant ce temps, on voit qu'Hélène garde encore un peu de son pouvoir au cas où il y aurait une urgence. Les protagonistes arrivent à l'académie pour affronter leurs camarades. Cependant, Reda décide de s'occuper des trois en leur racontant d'abord tout ce qu'il sait sur Sophie, mais le seul qui ne le croit pas est Joe. Ici, grâce au pouvoir de Sophie, il perd le contrôle et est possédé. Le couple principal se rend à la vieille bibliothèque, entre sans difficulté et découvre enfin toute la vérité. Genius peut enfin parler. En réalité, il n'était pas un traître. Au contraire, partenaire de la grande héroïne, il a affronté la destruction. Il a affronté seul ce mal, utilisant son corps et son pouvoir pour le sceller des millénaires, invoquant la malédiction et une trahison pour éloigner quiconque du livre ou du sceau. L'héroïne reste en grande souffrance, tandis que Sophie, amoureuse de Genius, veut se venger. Mais sa façon de l'aider était par la destruction. Alors elle a cherché pendant des milliers d'années un moyen de réveiller la destruction, changeant de corps chaque fois qu'elle le pouvait. Le plan des successeurs est désormais de l'arrêter, mais elle reste très puissante. Et Gareth apparaît comme son allié, et comme une bête possédée pour tuer le protagoniste avec une attaque dans le dos. Et comme le type finit par regretter, la vieille femme semble le tuer. Donc, maintenant que personne ne peut sceller le livre, il célèbre à nouveau sa victoire sans compter sur Hélène, qui arrive au dernier moment pour donner sa vie et rendre un peu de temps au protagoniste. Motivé à sauver Faria, il entame le combat final, tandis qu'Hélène, dans ses dernières divisions, envisage une bonne fin pour tous. À condition qu'il batte Sophie, qui a absorbé le pouvoir du livre et s'est transformé en bête cherchant à détruire l'académie. Pendant ce temps, Joe Finn se rend compte de son erreur. Sa fusion avec le livre de destruction rend l'attaque au canon du protagoniste encore plus efficace. C'est pourquoi ses compagnons l'aident en libérant le chemin de tous ses démons. Pendant ce temps, on voit comment Hélène a une seconde chance, car son ami ou petit ami, peu importe, la transforme en vampire pour qu'elle puisse vivre à ses côtés. Les protagonistes s'approchent du corps, protégés par une barrière que Justo gère. Gareth s'expose à la malédiction et laisse Sophie être atteinte. Malgré tout, il tente de convaincre Nemo et son ex-amour qu'il agit ainsi pour purifier le monde. Mais les héros unissent leur pouvoir pour la grande bataille, où Sophie attaque de toutes ses forces. Mais l'agilité des protagonistes est impressionnante. Et après qu'ils aient maîtrisé la situation, le protagoniste utilise son canon pour libérer toute l'énergie qui lui reste et qui détruit cette grande masse de chair. Bien qu'il n'en finisse pas avec la fille, le protagoniste utilise donc sa forme complète avant que Nemo ne lui ait donné son corps. Et là, il peut vraiment se battre contre la fille. Peu à peu, il lui retire son pouvoir de successeur, car pour sceller le livre, il doit infliger une raclée à Genius. Il finit par remporter la victoire en scellant la destruction et en anéantissant complètement Sophie. Nous laissant ainsi avec la reconstruction et le retour à la normale de l'académie, puisque la plupart s'en sortent avec peu de blessures, même Gareth et Job qui étaient les plus hypocrites. Pour l'instant, il ne reste qu'à lever la malédiction. Les protagonistes partent donc en voyage en couple, affirmant leur union. Même si le protagoniste n'a aucun pouvoir en ce moment, cette histoire qui n'en a pas n'aura probablement pas de suite. Cependant, quoi qu'il arrive, nous serons là, attentifs. On se retrouvera dans un prochain résumé. 400 commentaires pour l'Isekai. Inconnus que j'ai préparés, et comme l'a dit mon père, je les abandonne.